Bienvenue à tous dans ce nouveau numéro de votre magazine Décryptage, ce magazine qui vous permet de faire le point, de décrypter l'actualité en République démocratique du Congo. Nous allons parler évidemment de ce pays, en commençant par le processus électoral. Nous allons faire le point sur le découpage territorial, mais évidemment avec ce dernier point concernant la tombe commune. Ce sont les sujets à la une de l'actualité au pays. Alors nous allons recevoir pour vous sur ce plateau quelqu'un que vous connaissez très bien. Il est professeur d'université, il s'appelle Toussaint Tshilombo. Ancien ministre de l'Information en République démocratique du Congo, il est cadre du parti présidentiel, mais aujourd'hui président du conseil d'administration de CEP Congo. Il est notre invité. Bienvenue, professeur. Merci, Floride. Est-ce que ma présentation vous va très bien? Elle est complète. Voilà. Elle est complète, il n'y a rien à ajouter. Très bien. Alors, la première question que j'aimerais vous poser, votre pays, la République démocratique du Congo, est pratiquement au tournant, parce que vous organisez en même temps les élections générales, mais qui va commencer de façon échelonnée. Vous organisez le processus du découpage territorial, une exigence de la Constitution. Est-ce que vous pensez que la République démocratique du Congo arrivera à bon port quand on voit que ces deux processus sont délicats et qui demandent énormément de moyens? Merci pour la question. Je crois que si nous nous mettons dans le contexte actuel de la République, je peux m'hasarder vous dire que oui, lorsque nous y mettons notre volonté, notre détermination, et aussi nous savons ce que nous voulons. Les élections, c'est un processus que nous avons commencé depuis 2006, 2011. Aujourd'hui, nous commençons en 2015 avec les élections sur le plan local. Ça va se poursuivre jusqu'à l'élection présidentielle. Mais il faudra aussi savoir que c'est une école de la démocratie que nous sommes en train d'apprendre à notre peuple pour qu'il puisse recouvrer, je dis bien recouvrer, son exercice civique qu'il a perdu depuis presque 50 ans aujourd'hui. Parce que lorsqu'on parle du découpage de la République démocratique du Congo, nous devons nous remettre en mémoire qu'en 1965, avant que feu le maréchal Mobutu prenne le pouvoir avec les hauts commandements militaires, on avait autant de provinces qu'on appelait provinces 7. Oui. Et aujourd'hui, 50 ans après, nous sommes passés de 11 à 26 provinces. C'est une façon pour le gouvernant de se rapprocher du gouverné. Ce qui explique que le découpage s'accompagne de la décentralisation, qui est un processus ou un mécanisme de transfert des compétences du pouvoir central vers le pouvoir locaux qui sont au quotidien avec la population. Et les élections, comme vous avez dit, c'est un processus qui reconnaît, qui légitime ceux qui reçoivent pour mission d'encadrer, de former, de diriger et de gérer le bien commun. Donc, je crois que nous arriverons à bon port lorsque chacun de nous y mettra de sa volonté. Oui, vous avez parlé de volonté, professeur, mais malgré la volonté, il y a également une réalité qu'il va falloir voir en face. La réalité, c'est que le chef de l'État a des priorités notamment sur le secteur social. Mais au-delà de ça, il y a l'organisation des élections, il y a le découpage territorial, il y a un budget, les deux processus. Il va atteindre pratiquement un budget de plus de 2 milliards de dollars. Où est-ce que vous allez trouver cet argent? Parce que quand on voit déjà ce que le gouvernement disponibilise pour la CENI aujourd'hui, ce n'est pratiquement pas suffisant. Où vous allez trouver de l'argent pour ramener ce processus à terme? C'est ça qu'il faut donner comme assurance au peuple congolais. Et à l'opposition aussi. Mais je crois, mais l'opposition fait partie du peuple congolais. Oui. Et je crois que nos amis de l'opposition et nous de la majorité, nous constituons ce qu'on appelle la classe politique congolaise, et notre mission à tous est de trouver des solutions aux problèmes qui préoccupent le peuple congolais. Quant à ce qui concerne les moyens, je crois que nous devons d'abord compter sur nous-mêmes avant de pouvoir compter sur les autres. Et on ne peut que se satisfaire de ce que nous avons, de telle sorte à ce que nous puissions organiser nos élections par rapport à ce que nous avons en poche. L'aide qui viendra de l'extérieur, c'est l'aide d'appoint que les partenaires, ceux qui veulent bien nous aider, feront parvenir au gouvernement de la République. Vous avez bien dit... Il ne se manifeste que pour des millions.
Mais écoutez, le problème c'est que le peuple congolais ne doit pas trop compter sur l'extérieur, il doit compter sur lui-même. Voici la raison pour laquelle j'ai apprécié une initiative de jeunes gens que j'ai vus chez vous ce matin. Ils ont parlé de 1000 francs pour l'élection. Ils veulent assez que le peuple congolais puisse s'approprier. Oui. Puisse s'approprier le processus électoral de telle sorte à ce que chacun se sente concerné. Ce qui explique que les moyens, nous en trouverons. J'ai parlé ici de la détermination, je parlais de la volonté et aussi de l'engagement. L'engagement qui fera que tout Congolais, de l'intérieur comme de l'extérieur, de la majorité comme de l'opposition, ou encore de la société civile, en nous impliquant, nous sommes en mesure de financer nous-mêmes nos élections avant que l'on puisse regarder l'extérieur. Donc c'est un problème de volonté, un problème de détermination et aussi du courage que nous allons nous donner. Voilà pourquoi nous devons aller étape par étape, étape après étape, et vous avez utilisé un très bon mot qui est celui de la priorité. Il faudra que nous puissions hiérarchiser nos priorités. Tout est prioritaire aujourd'hui, oui. Mais nous devons faire la hiérarchie des priorités de telle sorte à ce que nous puissions atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés. Très bien. Alors professeur, processus du découpage territorial, vous avez dit que il fallait amorcer la subdivision de nos territoires vu la grandeur. Mais est-ce que, à votre avis, puisque vous êtes également professeur d'université, est-ce que le peuple congolais est préparé à ce changement, je dirais, brusque? Alors, là, je crois, vous avez raison de poser cette question. C'est le rôle qui revient maintenant aux animateurs politiques, aux partis politiques, aux opérateurs politiques et aussi à nous, enseignants, de pouvoir former notre peuple à ce que l'on entend par le découpage territorial. Nous avons un pays aux dimensions continentales, ce qui fait qu'une décision qui est prise à Kinshasa aujourd'hui, pour qu'elle arrive à Aarhus, ce n'est pas aussi facile. Bien sûr, nous avons les nouvelles technologies de l'information et de la communication, mais l'applicabilité de cette décision fera défaut. D'où la subdivision du pays dans des dimensions qui permettent à ce que le gouvernant puisse être en mesure de faire appliquer les mesures prises sur le plan national et aussi les mesures prises sur le plan local. D'où toute une formation doit être faite auprès de la population. Il faut la préparer pour qu'elle comprenne exactement de quoi il s'agit. Sinon, nous risquons de rater ce que nous avons nous-mêmes commencé. Parce que, rappelons-nous, il y a de tristes mémoires, certains événements où certains leaders politiques tenaient des propos soi-disant, vous n'êtes pas d'ici, vous devez rentrer chez vous, vous devez faire cela. Et il faudra ce que nous ça risque évidemment de renforcer ça. Effectivement, c'est la raison pour laquelle je crois que le principe est lancé, mais il nous faut toute une pédagogie, il nous faut toute une méthodologie, de telle sorte à ce que nous puissions apprendre au peuple congolais. Je reviens au terme que j'ai dit tout à l'heure, de s'approprier de ce processus du découpage et de la décentralisation. On n'est pas obligé de tout faire aujourd'hui, mais nous pouvons faire une programmation. Voilà pourquoi j'ai dit, tout est prioritaire dans notre pays, mais nous devons hiérarchiser nos priorités. Savoir que nous commençons avec telle étape, nous la terminons, mais au moment où nous sommes en train d'accomplir cette étape-là, nous préparons l'étape suivante, tout en préparant la psychologie de la population qui doit accepter. Puisque aussi longtemps que la population n'adhère pas à la démarche qui est amorcée par les politiques ou les gouvernants, ça risque d'être un échec. Voilà pourquoi nous devons aller mollo mollo, et ceci concerne tous les acteurs politiques, que ce soit de l'opposition ou de la majorité. L'opposition ne peut pas tout rejeter, comme la majorité ne doit pas passer en force. Il faudra qu'il y ait de temps en temps des rencontres, des concertations, pour que nous puissions mener à bon port ce que nous sommes en train de faire. Et là, je peux me permettre de dire que ce n'est pas seulement le travail du chef de l'État tout seul, non. Il a des collaborateurs, il a un gouvernement et il y a les partis politiques qui sont les cadres appropriés pour cette formation politique de telle sorte à ce qu'on puisse impulser auprès de nos populations la manière de voir et d'accepter les processus en cours. Voilà, vous avez cité les collaborateurs, parce que c'est pas seulement un travail du chef de l'État. Le chef de l'État doit travailler avec ses collaborateurs. Mais vous êtes du parti présidentiel, le PPRD. Le PPRD appartient à une plateforme que vous appelez la majorité présidentielle. Le PPRD étant le parti très influent de cette plateforme. On a comme l'impression que ce processus ne marchera pas parce qu'il y a encore de la traîtrise au sein de la plateforme MP. C'est pas le regard
que vous portez sur cette plateforme aujourd'hui, majorité présidentielle? Non, mais écoutez... Des gens qui n'accompagnent pas le chef de l'État, où il y a pas de l'honnêteté. Écoutez, vous savez, comme dans toute famille, nous connaissons les hauts et les bas. Et ce n'est pas seulement au moment où nous connaissons un peu le bas que nous allons renier ce que nous sommes. Vous m'avez présenté ici comme étant membre du parti présidentiel qui est le PPRD. Je suis fier d'appartenir à ce parti. Je suis fier d'être cadre de ce parti puisque je suis chargé de la mobilisation et propagande de ce parti présidentiel. Mais nous faisons partie de la grande famille qui est la majorité présidentielle et c'est tout à fait normal qu'il arrive un certain moment de fluctuation, qu'il arrive un certain moment que les gens ne voient plus dans la même direction. Mais ce qui est intéressant est que de temps en temps, nous sommes recadrés et par l'autorité morale de la majorité présidentielle qui est le président de la République et par notre secrétaire général de la majorité présidentielle qui est l'honorable président de l'Assemblée nationale qui est Aubin Minakou, sans oublier les bureaux politiques qui est composé de chefs de partis et des cadres supérieurs de ces différents partis politiques. C'est vrai qu'il y a des petits problèmes qui se posent, d'où la mobilisation et la sensibilisation de tout le monde pour que nous soyons tous azimuts, de telle sorte à ce que nous puissions mener à bon port. Professeur, vous appelez ça petit problème parce que lorsque vous avez les ténors de certains partis politiques appartenant à cette famille, à la MP, comme le président de l'ARC, vous avez le président du MCR, qui écrivent une lettre au président de la République avec ce que nous connaissons comme contenu. C'est grave, ça veut dire qu'il y a des fissures. Hein? Non, mais je crois que c'est aussi un exercice de la démocratie que nous devons accepter. Nous n'avons pas une pensée unique au sein de la majorité présidentielle, ce qui explique que ceux qui pensent qu'ils doivent s'exprimer, peu importe la forme qui a été mise, mais l'essentiel est qu'ils se sont extériorisés. Et vous avez vu, on n'en a pas fait un grand problème, on n'en a pas fait des montagnes. L'essentiel était de savoir quelle était la préoccupation de ces différents chefs de parti que vous avez cités, et c'est de leur droit. Moi, je crois qu'ils ont eu le courage de dire tout haut ce que les autres pouvaient dire bas. Et cela a permis à ce que la majorité présidentielle fasse un arrêt et se pose la question d'où nous venons, où nous sommes et où nous allons, comment nous y allons et avec qui. En ce moment-là, ça permet à ce que chacun puisse jouer sa partition par rapport à l'orchestre en général. Moi, je suis tout à fait d'accord qu'il y ait de temps en temps certaines dissensions, parce que nous n'allons pas continuer à donner l'impression de ceux qui disent toujours oui au moment où il faut dire non. Et ça a permis aussi à la population congolaise et même à nos amis de l'opposition de trouver qu'il arrive des moments où nous avons aussi des contradictions internes. Et lorsque nous les avons, nous essayons de trouver des solutions entre nous. On se parle, même si de temps en temps on se gueule dessus, mais l'essentiel pour nous est que nous avons dit ce qu'on avait sur le cœur et après nous redevenons au bon sentiment pour que nous puissions nous orienter dans la bonne direction. Merci professeur. Alors, parlons du processus de découpage territorial. Les nouveaux animateurs vont se rapprocher de la population, mais nous aurons pratiquement d'autres provinces qui seront subdivisées, des provinces qui seront subdivisées. Alors, dans un État, dans un pays, dans un contexte où vous n'avez pratiquement pas d'infrastructure, où certains coins sont pratiquement pauvres, comment on va relancer un développement d'un pays qui sera subdivisé quand on n'a pratiquement pas d'infrastructure? Ça va être compliqué. Oui. Voilà pourquoi certains observateurs pensent que c'est déjà un échec prévisible. Au moins, il y a l'effet d'annonce. Au moins, il y a l'effet d'annonce. Je peux vous dire que si j'ai bonne mémoire, l'Italie avait lancé sa décentralisation au début des années 60, je crois, pour qu'elle soit effective il n'y a pas très très longtemps. Donc, elle a pris du temps pour qu'il y ait cette méthodologie, cette pédagogie, parce qu'il faut voir que dans le découpage territorial, il y a aussi la répartition des ressources, en commençant par les ressources humaines, les ressources financières, les infrastructures, comme vous avez dit. Il y a celles qu'il faut réhabiliter, tant soit peu. Il y a celles qu'il faut construire et il y a celles qu'il faut entretenir. Construire avec de l'argent, vous allez avoir ça. Effectivement. Oui. Voilà pourquoi il faudrait qu'il y ait une politique budgétaire qui tienne compte de toutes ces réalités. Donc, il ne faut pas seulement rêver, il faut être réaliste. Moi, je suis de ceux qui sont réalistes et qui se disent, nous nous fixons un objectif, donnons-nous les moyens, fixons les paramètres qui nous permettent d'atteindre l'objectif que nous